Eh bien, bonjour à tous. On se doutait pas qu'il y avait autant de gens qui étaient motivés pour avoir enfin le secret pour bien rater sa stratégie RSE. Donc on vous a réuni un panel exceptionnel de, j'ai calculé 47 ans d'expérience en stratégie RSE cumulée, c'est-à-dire plus que depuis la date où a été créé le concept même de développement durable. Donc nous avons tous traversé, et nos 3 témoins d'aujourd'hui ont traversé plein d'étapes de construction de stratégie RSE dans des entreprises de taille variée et ont été confrontés à des écueils, des difficultés, des portes qui se ferment, des challenges, des sourires sarcastiques, des toutes sortes de situations qu'ils ont dû dépasser. Et ils sont toujours aujourd'hui directeurs RSE et directrices RSE, ce qui veut dire qu'ils ont su avoir la persévérance nécessaire et imposer leur vision qui était sans doute précurseur et qui est de plus en plus reconnue par tous. Et donc je leur ai demandé de se prêter à ce petit jeu qui consiste à nous donner leurs 3, leurs 4, leurs 5 conseils pour bien planter sa stratégie RSE. On a trouvé ça rigolo, c'est les 10 ans de H cette année, on a voulu faire un petit clin d'œil avec quelque chose d'un peu rigolo et vous faire un petit retour sur cette expérience qu'on va partager avec vous. Alors le temps est court, hein, ces ateliers c'est 45 minutes, donc le temps nous est compté. Je voudrais quand même commencer cette introduire en remerciant nos 3 témoins d'aujourd'hui. Charlotte Migne, qui est directrice de RSE, développement durable de FM Logistique. Charlotte, ça fait longtemps que tu es confrontée à ces sujets. Tu es passée par le groupe Accor, toi aussi, par Capgemini Invent, où tu as fait de la transformation et de la conduite du changement, avant d'être nommée directrice RSE du groupe Edenred, Ticket Restaurant, en 2010, et de rejoindre FM Logistique de 2017 pour devenir directrice du développement durable. Et tu as été primée il y a peu de temps, je crois, la nuit de la RSE, pour la qualité et la beauté de ta stratégie RSE. Voilà. Donc merci, donc 10 ans à piloter des stratégies RSE. Nous avons ensuite Joëlle Tronchon, qui est directrice du développement durable. J'ai dit directrice, c'est l'écriture inclusive, je la mets désormais partout. De peur de l'oublier. Directeur, excuse-moi Joël, du groupe SEB et de la Fondation. Tu es passé par L'Oréal, le groupe Casino, à des fonctions plutôt de direction des ressources humaines. Et puis tu as basculé du côté obscur de la RSE et tu auras des conseils très intéressants à nous prodiguer. Merci, toi aussi 9 ans à piloter des stratégies RSE et à éviter tous ces pièges. Et Arnaud Herman, qui est directeur du développement durable du groupe Accor. 10 ans de conseil en RSE avant de rejoindre il y a 6 ans Accor pour devenir directeur du développement durable, et donc tu as mis en place notamment et déployé la stratégie Planet 21 Acting Here, donc 4500 hôtels à travers le monde, près de 280 000 collaborateurs, donc des challenges et des écueils, vous en avez tous vu, vous avez tous essayé d'en dépasser, et donc vous allez nous donner quelques conseils pour bien rater sa stratégie RSE. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier. Je vais me tourner vers toi, Charlotte. Tu nous as dit, ton premier conseil, c'est que tu donnes à ces gens, tu nous as dit, c'est d'être bien dogmatique quand on fait la stratégie RSE. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça va. Être dogmatique, ça veut dire savoir qu'on a raison, jamais écouter les autres, et surtout être bien activiste et pas du tout intelligent dans la manière dont on présente les choses. Si possible, être un peu conceptuel, pas du tout concret, et alors là, on est parfait. L'anecdote que j'avais donnée, c'est je rentrais d'un congé mat et mon équipe avait décidé de faire un truc assez simple et assez classique, c'était de mettre des badges sur les imprimantes. C'est bête, voilà, pour qu'il y ait moins de papier. Et lever de bouclier, tout le monde, voilà, la direction disait c'est un scandale, etc. Et mon équipe n'avait pas lâché en disant mais c'est ce qu'il faut faire, c'est vachement important, etc. Et là j'ai compris qu'en fait c'est pas parce qu'on avait raison que voilà, qu'on y arrivait. Donc le meilleur moyen de braquer les gens, c'est de rentrer sans expliquer les choses en même temps. Après, le problème qu'on a, c'est de pas être d'être intransigeant sur ses valeurs, intransigeant sur la manière dont on veut construire le changement. La réelle politique, ça a des limites. Mais moi, je crois beaucoup dans l'activisme à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que nous tous, sinon on ne serait pas là. Donc voilà, le dogmatisme, c'est quelque chose qui, à mon avis, est encore pas un bon plan sur le plan bien. Merci. Alors vous avez été plusieurs à aborder ce point, et toi, Arnaud, tu as ajouté une dimension à cette notion de dogmatisme. Tu as dit qu'il faut être très dogmatique et surtout bien oublier la dimension business, ne pas se préoccuper. Voilà, alors si vous pouvez, dans l'idéal, complètement dissocier la RSE du business, là c'est la meilleure façon de complètement rater l'avancée.
Ça a pu fonctionner, hein. On l'a fait pendant des années, au début des années 2000, c'était comme ça, on avait une construction de la RSE qui était très périphérique. Heureusement, les choses ont changé, on est presque 20 ans après. On n'est plus du tout dans la même configuration et aujourd'hui c'est indispensable, je pense, d'adopter un langage très business. Et surtout ne considérez pas qu'il faut garder le côté pur de l'avancée environnementale et sociale, parce que malgré tout, vous faites partie d'une entreprise. C'est complètement conciliable. Moi, je suis même convaincu que l'entreprise peut apporter des vraies avancées en matière sociale et environnementale dès lors que ça s'intègre complètement dans le mécanisme de création de valeur de l'entreprise. Les entreprises étant des organismes redoutablement efficaces. C'est-à-dire que ça reste quand même des machines à prendre du processus et à délivrer de la performance profitable. Et donc si vous êtes en mesure de rentrer dans ce processus des dimensions environnementales et sociales, vous allez arrêter de vous battre à contre-courant, ce qu'on a tous fait pendant des années, je pense, autour de la table et même au sein de cette salle, et vous allez changer de dimension. Donc parler business, c'est déjà parler le même langage que les personnes qui sont au comité exécutif, qui ne sont pas forcément sensibles aux abeilles, aux fleurs variées et au changement climatique un peu plus, parce que ça commence à être des sujets un peu plus business avec des conséquences sur le compte de résultat. Mais de leur expliquer que voilà, une marque, ça a une valeur immatérielle, ça attire des clients, que les études consommateurs montrent que ces consommateurs évoluent et attendent une plus-value engagée, sociétale, etc. Que ça se traduit par des ventes additionnelles, de la fidélité, que ça se traduit éventuellement par de la réputation qui peut in fine se transformer en une valorisation accrue de la marque. Ça, c'est des choses auxquelles ils peuvent comprendre. Donc ce langage-là est essentiel. Et encore une fois, c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a quelques années. Et aujourd'hui, quand on a refondu la stratégie RSE de l'accord, on est commencé par la stratégie business. On a commencé par se dire où on crée de la valeur et en quoi la RSE, en quoi les dimensions environnementales et sociétales peuvent représenter un levier additionnel de création de valeur. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des sujets qui sont parfois à côté de la plaque. Mais au moins, vous saurez les identifier et vous saurez adapter votre argumentaire en fonction des cas de figure. Joël, sur ce point, c'était pas les premiers qui étaient venus quand on en a parlé, mais pour te connaître, je sais que tu disais qu'au début, tu te battais sur cette dimension business et tu avais à faire tes preuves un peu, puis que c'est moins le cas aujourd'hui. Est-ce que... Ouais, sur la dimension business, en fait, pour parler des conseils des anti-conseils que je voulais vous faire partager, il ne faut pas non plus tomber dans le piège inverse pour être un peu provoque. Il faut pas non plus croire que seuls les gens très proches du business ont toujours raison. En gros, il ne faut pas mépriser, en tout cas si vous voulez rater votre stratégie, méprisez bien les métiers de back-office, les métiers de l'ombre, ceux qu'on dit, ceux qui ne sont pas glamour, les gens qui travaillent à la supply chain, les gens qui travaillent aux achats, qu'on traite de cost killer, tous ces méchants de l'entreprise, tous ces gens un petit peu dans les zones grises. Donc évidemment, parlez que au marketing et au commerce et aux fonctions très valorisées, et vous verrez, vous êtes sûr de vous planter. Je prends un peu le contre-pied parce que le business, bien sûr, je partage. Il ne faut pas que ce soit la cerise sur le gâteau, notre histoire de développement durable, mais il ne faut pas qu'on parle non plus, il ne faut pas qu'on oublie toutes les fonctions, que j'ai horreur de la notion de fonction support. Les fonctions support, ça ne veut rien dire du tout. Ils sont aussi support que... C'est pas parce qu'on est proche du portefeuille et du consommateur ou du client qu'on est plus malin que les autres et qu'on sait plus faire de développement durable que les autres, ou en tout cas qu'on est business plus que les autres. Voilà. Et toi, en termes de partenariat, tu disais, pour bien vous planter, dites-vous que le marketing est forcément votre meilleur allié, un point là-dessus. C'est pas gentil ça. Donc, non, mais c'était pour pas être trop bienveillant, puisqu'on était sur un truc un peu décalé. La tentation pour soi-disant réussir et pour bien se planter, en fait, c'est de se dire, on va embarquer tous les gens les plus dynamiques de l'entreprise. Les millennials, les jeunes, les fonctions brillantes, le marketing. Parce qu'évidemment, le marketing, c'est l'innovation, et évidemment, ils ont tous moins de 30 ans, et forcément, ils vont inventer, ils sont forcément picousés au développement durable. C'est là, vous savez ça. En fait, pas vraiment. Pas vraiment, parce que, en plus, dans une boîte qui va bien comme c'est la nôtre, pendant longtemps, je dis pendant longtemps parce qu'ils ont changé, il n'y a pas longtemps. Mais pendant longtemps, dans une boîte qui va bien, les gens du marketing nous disaient, mais qu'est-ce que tu veux ? Nous, on s'occupe du 80-20 du business. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder?
Tous nos produits se vendent très bien, on a des marques qui sont appréciées des consommateurs. Qu'est-ce que tu veux qu'on casse les codes ou qu'on mette du recyclé dans nos produits, ou qu'est-ce que tu viens nous emmerder? On ne disait pas comme ça, mais c'était un peu ça quand même. Et en fait, les innovations et les alliés développement durable qu'on a trouvés, ils étaient justement dans les fonctions de l'ombre. La R&D qui disait « Ah mais moi, ça fait 5 ans que j'ai un projet dans mes cartons et que le marketing m'interdit d'y travailler, toi, tu pourrais pas nous aider à sortir le truc ?» Et en fait, voilà. Donc, on est toujours attiré par la lumière, tout le monde, et on se dit forcément, on va aller convaincre les managers des fonctions comme le marketing, des fonctions qui sont entre guillemets plus en valeur dans toutes nos entreprises de grande consommation. Je ne dis pas que c'est une généralité pour tous vos secteurs d'activité, hein. Et en grande consommation, un des métiers rois, c'est le marketing. Et bien sûr qu'il faut les avoir avec nous. Il faut commencer par eux, c'est sans doute le plus compliqué. Alors vous avez tous les trois évoqué, quand on a préparé cet entretien, ce sujet des partenariats internes, des alliances en fait. Si on résume votre conseil, qui était assez partagé, c'était surtout oublier les stratégies d'alliance, enfin, allez-y tout seul et puis ne faites pas de partenaires. Mais j'aimerais que vous creusiez ce point chacun en nous disant qui sont les alliés à aller chercher, comment aller les chercher, enfin, qu'est-ce que vous avez derrière cette idée des stratégies d'alliance dans une entreprise comme la vôtre? Alors d'abord, effectivement, je pense que un des points que tu as évoqué dans la préparation, c'est les opposants les plus farouches deviennent les meilleurs clients après coup. Et donc, effectivement, je pense que d'une entreprise à l'autre, moi j'ai fait plusieurs secteurs. J'ai fait des hôtels, le secteur financier et la supply chain maintenant. Donc, je dirais que les alliances, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises alliances. Il n'y a que des alliances en fonction des contextes d'entreprise et de secteurs. Moi, quand je suis arrivée chez FM Logistique, le sujet du développement durable en logistique, on va dire que c'est pas forcément spontané dans la tête des gens, des collaborateurs, ou même d'un comité exécutif. Et j'avais notamment en face de moi un directeur commercial qui était dans l'entreprise depuis 36 ans. À mon âge en fait. Et donc ça faisait bien longtemps qu'il avait arrêté de réfléchir à comment il faisait son business. Et donc le développement vraiment c'était quelque chose de gentillet, mais surtout à côté, pas trop dérangeant, qui prenait pas trop de temps. Voilà. Donc c'était un peu l'état d'esprit, mais très bienveillant quand même, hein, dans une entreprise bienveillante. Et donc à mon arrivée, je lui envoie un message en lui parlant du CDP, que tout le monde doit connaître ici, le Carbon Disclosure Project, donc déjà gros mots, 3 gros mots dans la même phrase. Et je lui explique qu'il y a une nouvelle question sur comment les stratégies commerciales intègrent le carbone. Voilà, déjà, il n'avait pas compris la question. Et puis surtout, il répond à tout le monde en mail, toute son équipe en copie, toute mon équipe en copie. En gros, on n'a rien à n'y passez pas plus de 5 minutes et ça va très bien se passer. Donc je pense que, je ne sais pas s'il avait voulu me mettre en copie ou pas, mais en tout cas ça s'était fait. Et donc il était 6h30, parce que ces gens-là bossent tôt, donc il était 6h30 un lundi matin, j'ai failli refermer l'ordi et repartir chez moi. Puis finalement je suis restée, et 1 an et demi plus tard, je pense que cette personne est définitivement une des plus intégrées, en tout cas une des plus pushy. Et pourquoi? Non pas parce que je lui ai parlé de Carbon Disclosure Project, ça clairement ça l'a pas aidé. Ça ne nous a pas aidé dans notre relation. En revanche, on a fait plusieurs séminaires dans lesquels ce sont ces équipes qui sont allées le voir pour lui expliquer que les clients leur demandaient des choses sur le développement durable et qu'ils n'étaient pas capables de répondre. Et donc en fait, moi j'avais eu beau m'exciter et parler, bien m'habiller, mal m'habiller, enfin j'avais essayé toutes les stratégies. Voilà, j'avais essayé d'envoyer mes collaborateurs, mes chefs, voilà. Et en fait, à un moment donné, ce qui a marché, c'est que ce sont ses propres collaborateurs qui sont allés lui parler. Pas parce que je leur avais parlé, mais parce qu'en fait c'était la réalité. Donc à un moment quand même, la réalité de nos sujets arrive et ces gens-là, il faut effectivement pas les mettre de côté, mais se dire qu'on va aller travailler à un certain moment. Voilà. Il y a des directions qui sont pas prêtes à des moments donnés. Il y en a beaucoup de choses à faire, donc il faut contourner, revenir plus tard, passer par la porte, par la fenêtre. Mais c'est absolument indispensable d'aller sur les stratégies d'alliance. Arnaud, sur ce point, il y a un directeur, une directrice RSE, en particulier nouvellement nommée, parfois est un peu seul à bord. Est-ce que tu partages cette idée qu'il faut commencer par travailler les alliances, la politique, l'interne, ou tu avais un point sur ce sujet? Alors oui, j'en suis convaincu. Comme je suis convaincu qu'il n'y a pas une fonction de l'entreprise qui n'est pas concernée d'une façon ou d'une autre par la RSE.
ça n'existe pas. Moi, je pense que, et je ne sais pas si mes voisins partagent la même chose, mais je pense qu'on est une des directions les plus transversales et qui a vocation à travailler avec tout le monde, comme la qualité en son temps, ou peut l'être encore aujourd'hui. Et donc, mon rôle, c'est vraiment un travail de fourmi, d'aller au contact de chacune des directions en comprenant leur fonctionnement, leurs préoccupations, et en leur proposant des solutions, en leur expliquant comment, à leur niveau, elles peuvent influencer différemment, intégrer les éléments de développement durable. Et alors, je vais être un peu caricatural, mais une façon autre de le dire, c'est que j'ai toujours refusé de grossir mon équipe. Alors, ça ne m'arrive pas tous les 4 matins qu'on propose des postes, mais sur le principe, j'ai toujours refusé d'intégrer les missions des fonctions des autres. Les achats, le marketing, la technique, le design, ce n'est pas à moi de faire de l'éco-design, ce n'est pas à moi de faire des achats durables. C'est à moi d'avoir l'expertise dans mes équipes pour accompagner ces gens-là, mais c'est à eux de faire l'effort de changer leur mode de fonctionnement. Parce que si j'intègre tout, on va se retrouver dans 5 ans, on aura fait 3 projets emblématiques, ce sera allé très très vite, certes, mais l'entreprise n'aura pas été changée pour un iota. Donc il faut absolument aller à contre-courant de cette volonté naturelle de dire on va aller plus vite si je fais les choses par moi-même. Alors dans un premier temps, c'est extrêmement contraignant parce qu'il faut beaucoup de conviction, on essuie quelques râteaux, il faut passer par la fenêtre si la porte est fermée, mais dans la durée, je peux vous garantir que c'est la meilleure façon de fonctionner. Ne pas être attiré par la lumière, ça je rejoins complètement Joël, c'est pas le directeur qui fait les choses, ça aide de l'avoir dans la poche, ça aide de l'avoir comme support, mais s'il est obtus, il y a plein de façons de faire bouger les lignes. Et vous allez forcément trouver dans les équipes, quelles qu'elles soient, ces équipes de l'ombre, des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de changer un peu leur quotidien et donner un peu un rayon de soleil dans leurs tâches. Et donc trouvez-les et faites en sorte qu'eux s'activent et ils seront 10 fois plus puissants qu'un directeur parce qu'ils ont une capacité de rayonnement qui est sans commune mesure parce que le suivi, ils le portent en eux-mêmes. Et moi, il y a une chose, il y a un signe qui montre que les choses se passent et qu'aujourd'hui, c'est souvent des jeunes, mais c'est des gens qui sont dans ces fonctions support, qui viennent nous voir en disant comment moi je peux faire les choses. Spontanément, en me disant voilà, moi je travaille à l'informatique, je travaille j'ai eu quoi aux ventes, je travaille au design, qu'est-ce que je peux faire j'en ai parlé à mon manager, il est prêt à me laisser un peu de temps, qu'est-ce que je peux faire pour faire des projets Green IT, qu'est-ce que je peux faire pour changer les matériaux qu'on utilise dans nos concepts de chambre, etc. Et ça, c'est un signe qu'effectivement la culture est en train de s'immiscer un peu partout, et à mon avis, c'est vraiment ça la finalité de la RSE. Joël, toi aussi, tu as parlé de cette dimension externe, interne. Tu conseillais de ne faire que de l'externe? Alors, exactement. Non, je suis 100% d'accord avec Arnaud et à 200% même. Et oui, alors surtout pour bien rater cette stratégie, parce qu'en plus c'est plus facile, occupez-vous surtout que de ceux qui vous notent, donc les agences de notation, les investisseurs ISR, regardez que ceux-là, les autres. L'interne notamment, vous en fichez. Déjà l'interne en plus, il faut convaincre, ça prend du temps, puis quelque part qui vous évalue. Voilà. Et pour ceux qui ont des rémunérations variables, voilà, c'est les critères sur lesquels on vous évalue, c'est quand même bien la note de Vigéo, non? C'est pas ça. Donc voilà. Alors la tentation et la connerie que j'ai faite aussi, c'est celle-là. C'est pas une connerie au sens où, pour nuancer un peu mon propos, c'est super important de le faire au début, parce que la légitimité, elle vient aussi de la reconnaissance externe. Il ne faut pas être trop dogmatique. Bien sûr que vous en avez besoin pour mieux convaincre en interne. Mais par contre, sur des sites à refaire, je ferai différemment. J'ai pendant au moins 3 ans, je ne me suis pas du tout occupé de co-construire ma stratégie de manière bottom-up, avec les salariés, avec les métiers. Alors, je discutais avec les métiers, mais je leur apportais des solutions un peu toutes faites parce que j'avais une petite idée d'où il fallait aller. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'au bout de 3-4 ans, quand j'allais dans les usines ou même voir les commerciaux, et je voyais bien, ils me disaient ouais, c'est bien, on gagne des prix et tout, c'est super. Hein. Je lui disais mais toi, t'as compris ce qu'on faisait? Tu pourrais me dire en 3 minutes ce que t'as compris de ce qu'on fait en développement durable? Et systématiquement, c'était on n'a rien compris. On n'a rien compris parce que tu nous as rien expliqué. Puis en plus, tu ne nous as pas vraiment associé à la construction de ton truc. Donc, et là, on est en train de refaire, mais 4-5 ans après, l'exercice en sens inverse, alors qui n'est pas gênant, parce que c'est un travail jamais terminé. Mais là, on a reconstruit la nouvelle stratégie développement durable, à l'inverse, avec tous les métiers, bottom-up, les pays, et du coup, ça va tout de suite plus vite. Et surtout, on embarque tout de suite beaucoup plus de monde. Donc, mais la tentation naturelle, qui n'est pas bonne,
c'est de se faire attraper que par l'externe, parce que c'est ce qui vous évalue aussi en termes quanti, en termes de performance visible. Alors il y a un point que j'aimerais qu'on aborde, parce que vous en avez tous un peu parlé, c'est un point un peu plus stratégique et en termes de manière d'aborder ces sujets RSE. Je vais prendre celui qui a donné ce conseil. Par exemple, Arnaud, tu nous as dit, pour faire une bonne stratégie RSE, allez-y, cochez toutes les cases, quoi. Faites tout. Sans vision, mais cochez toutes les cases, quoi. Oui. Alors, et en plus, la loi nous a bien aidés parce que c'est ce qu'elle demandait il y a encore quelques années, parce que la loi Grenelle, c'était rien d'autre que de dire, vous prenez la liste exhaustive de toutes les thématiques qui existent dans le monde et vous apportez une réponse. Et heureusement, la loi a changé depuis, on est passé sur la directive de performance extra-financière qui est un peu plus maligne puisqu'elle nous demande de faire un tri. Mais effectivement, c'était des erreurs de jeunesse, on avait tous envie de bien faire, on avait tous envie de montrer que nous, entreprises, on était attentifs à toutes les dimensions sociales, environnementales, sociétales, et systématiquement dans le document de référence, on présentait point par point toutes les actions réalisées sur chacune des, 40 thématiques de la loi Grenelle. Je pense qu'il fallait en passer par là, parce qu'on apprenait, il y a 20 ans, on n'était pas du tout au même niveau de maturité dans les entreprises qu'aujourd'hui, mais ça a des effets assez sournois. Et là, j'ai eu un retour de bâton assez récemment de gens de l'interne qui viennent me dire en disant, bon Arnaud, tu nous gaves un peu là avec ton programme, il y en a dans tous les sens, on comprend rien, on s'épuise, qu'est-ce qui compte vraiment? Et donc aujourd'hui, on passe un temps assez important à refaire du tri en disant, ok, on pourra vraiment pas tout faire, il faut qu'on donne du relief parce qu'en interne, on n'arrivera jamais à embarquer, alors chez Accor 280 000 personnes, mais même les 10 membres du comité exécutif, si on leur présente 40 sujets prioritaires. Ce n'est pas possible. Et donc on doit se faire mal, on doit même se faire violence par moment pour se dire il faut qu'on restreigne à 3, parce que 3 c'est la bande passante de certaines personnes dans l'entreprise. Alors parfois on peut filouter, on peut passer des sujets par le côté ou par le biais, mais il faut avoir en tête que pour des raisons de portage en interne, pour des raisons de clarté, pour des raisons de communication en externe, vous devez absolument vous donner une priorité et le plus serré possible. Et pour ce faire, à mon avis, c'est soit vous vous adressez aux risques principaux, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, moi j'appelle ça le ticket d'entrée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas crédible pour prendre la parole, et donc tout ce que vous ferez par ailleurs sera brouillé parce qu'on estimera que vos B.A.B.A. sont pas robustes. Sur des choses assez basiques, nous par exemple, si on n'a pas d'ampoule LED dans nos chambres ou dans nos hôtels, on n'est pas crédible. On attend tous, c'est le B.A.B.A. Aujourd'hui, on est harcelé sur le plastique, c'est tout nouveau, on a du plastique pendant des années dans les hôtels, et là, depuis 6 mois, on nous demande d'enlever tout le plastique. Ce qui est une très bonne chose dans l'absolu, mais ça fait partie des choses qu'on se doit de faire de façon systématique, sinon on n'est même pas crédible dans la prise de parole. Et à côté de ça, il y a des sujets qui, eux, peuvent avoir des vraies répercussions sur le business, sur notre création de valeur. Je pense, nous, à tout ce qu'on peut faire autour des marques, notre système de fidélité, on peut vraiment créer une différence et vraiment un effet de levier parce qu'on a 60 millions de clients qui sont porteurs d'une carte de fidélité. Si ces gens-là, on arrive à les entraîner dans une démarche vertueuse, là, il se passe quelque chose. Mais, encore une fois, nécessité de resserrer, d'être extrêmement clair et strict sur le choix de sa priorité. Alors sur ce point, justement, Charlotte, toi aussi tu as parlé de cette dimension, et ça paraît vraiment à la fois hyper stratégique, vous l'avez tous mentionné, de un peu choisir ses combats et sortir du piège de l'exhaustivité qu'impose en plus les agences de notation dont tu parlais, Joël, et enfin en tout cas les sollicitations externes. Et en même temps, Charlotte, comment choisir ses combats, entre guillemets, et est-ce qu'on doit systématiquement prioriser uniquement ce qui est ultra business, ou est-ce qu'il faut faire un panachage, comment on s'y prend, quoi. Comment toi tu t'y prends plutôt? En fait, effectivement, je pense qu'il y a des sujets qui sont des sujets de fond parce qu'on a identifié que c'était des sujets de license to operate, et donc voilà, on est dans des sujets de compliance. Il y a des sujets qui sont des sujets de différenciation et donc qui vont parler au business. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier un certain nombre de sujets qui paraissent plus périphériques à des équipes RSE, mais qui touchent les gens. Qui touchent parce que on touche à de l'émotionnel, on touche à quelque chose de je peux mettre ma patte là-dedans, voilà. Et l'exemple qu'on a discuté ensemble, c'est il n'y a pas longtemps, on est allé dans le cadre d'un partenariat qu'on avait avec Winao, qui est présent ici, planter des arbres. Planter des arbres parce que c'était une action de compensation sur toutes les émissions de notre flotte de véhicules légers.
On n'était pas très nombreux, on était une quinzaine de collaborateurs, parce que c'était à côté de Strasbourg. Et donc je mets, comme une bonne communicante que je suis, je mets sur mon LinkedIn, blablabla, on est allé planter des arbres, c'était super, on s'est bien amusé. Et j'ai eu, je sais pas, peut-être 110 likes dans les 2 heures, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que on a annoncé la neutralité carbone de nos plateformes l'année dernière. On travaille sur le transport, et c'est des sujets compliqués, parce qu'avec beaucoup de sous-traitance, à la fois sur les droits humains, à la fois sur... voilà, on recrute près de 7000 personnes par an, enfin, on fait des trucs de dingue. Et le truc qui a marché, l'année dernière c'était la journée du compliment, et cette année c'était les arbres plantés. Et ça m'a à la fois désespérée, enfin, je me suis dit mais mince, c'est quand même, voilà, quand même dommage. Et en même temps ça dit quelque chose de très fort sur ce que tu disais, hein, Joël, effectivement c'est super votre stratégie RSE, vous recevez des prix en veux-tu en voilà, et vous annoncez des choses qu'on ne comprend même pas. Voilà, la neutralité carbone, je pense que je vais voir un opérateur en plateforme, je ne lui ai pas assez expliqué ce que ça voulait dire pour lui. Certainement, mais par contre j'ai planté des chênes dans la forêt de Fénétrange, ça parle. Donc il faut savoir faire l'hélicoptère, enfin je pense que vous le savez tous, hein, ça fait partie de notre métier, de la joie de notre métier, c'est savoir faire l'hélicoptère entre des choses très stratosphériques et stratégiques, et des choses très concrètes qui vont faire chaud au cœur et faire du bien, faire du bien, par où ça passe. Joël, t'as une réaction par rapport à ça ou pas? Oui, j'adore cet exemple de Charlotte. Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome du gobelet en plastique du siège social. Pendant des années, j'ai refusé de m'occuper des déchets du siège social. C'est pas mon job, et puis j'ai autre chose à faire, et puis j'ai pas envie de m'en occuper. Et en fait, j'ai craqué au bout de 6 ans, parce que au bout de la 54e réunion où votre interlocuteur vous dit vous êtes bien noté en développement durable chez SEM, mais bon, il y a des gobelets en plastique par contre. Et pire encore, une fois que j'ai réglé ce sujet-là, il y a un autre truc, c'est le plateau repas. Le plateau repas du siège social. On ouvre le plateau repas, du plastique partout, puis qu'est-ce qu'on fait des déchets? On les jette. Il y a des couverts tout à fait réutilisables, les gens ils les jetaient en fait. Voilà, donc évidemment vous avez le petit sourire narquois de toute la réunion qui vous dit, et puis ils vous disent pas, mais c'est pire. Voilà, et donc j'ai craqué, il n'y a pas très longtemps, et là je suis allé voir les achats, j'ai dit maintenant c'est terminé, on va faire un appel d'offres, on va arrêter de couper tous les comptes des fournisseurs de plateaux repas, et on va pas demander ni expliquer pourquoi, et on va faire ça, et les gobelets, dans 1 mois, je veux plus de gobelets en plastique au siège social, et voilà. Mais donc j'ai craqué, mais il y a plein d'autres sujets comme ça. Donc le symbolique, ce que disait Charlotte, le symbolique en fait c'est super important. Et c'est important, pas qu'au siège social, je donne l'exemple du siège social parce que j'y vis toute la journée, mais dans les usines c'est pareil. Dès que vous rentrez dans une usine, les premières choses qu'on voit, c'est pas qu'il y a de l'aluminium ou du plastique recyclé et que vous faites de l'économie circulaire. Ça se voit pas ça. Ce qui se voit, c'est est-ce que l'usine elle est propre, bien tenue, est-ce qu'il n'y a pas des déchets partout, voilà, c'est des choses très très basiques. Et dans le symbolique, c'est aussi plus que symbolique, c'est ce que vos collaborateurs, ils ont l'air heureux ou pas heureux. Il y a un truc qui revient systématiquement, en particulier quand on nous a tout à coup demandé de s'occuper de la stratégie RSE, c'est le boss y croit ou le boss n'y croit pas. Le thème important, c'est le thème du patron. Le patron aime les animaux, donc il faut s'occuper du bien-être animal. Et là, en plus, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des avis il y a une finesse dans votre analyse sur le point. En gros, moi j'avais dit mon conseil pour bien foirer, c'est la danseuse du président, c'est peut-être une stratégie RSE 100% alignée avec la danseuse du président, mais entre eux, on fait un truc 100% le président, ou on fait 0% le président, ou alors le président n'en a rien à foutre de la RSE, mais il va quand même falloir en faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend de le convaincre pour avancer? Ça dépend du président. Tu veux dire un mot? Oui, un peu, Charlotte. Allez, Charlotte. Non, j'ai vécu plusieurs types de présidents, effectivement. Ouais, je pense que ça dépend du président quand même. Ça dépend du président et du contexte. Moi, je dirais qu'il faut, faut être droit dans ses bottes et aller sur des sujets qui ont du sens pour l'entreprise, parce que si on est que sur j'enfonce une porte ouverte, mais si on est que sur la danseuse du président, à un moment donné, peut-être on fait plaisir au président et on a des budgets, mais enfin, on n'est pas crédible auprès de son équipe, ses collaborateurs, de l'externe, donc ça a ses limites.
À côté de ça, c'est un peu le premier point, c'est-à-dire que dans l'idée de ne pas être dogmatique et d'être malin, aller parler aux gens de ce qu'ils ont envie d'entendre, ça fait quand même sens en conduite du changement. Donc, avoir un président qui est très sur les sujets de ressources humaines, ça veut dire qu'on se dit que si on a une politique de développement durable avec un axe responsabilité sociale fort, il pourra porter ce sujet-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire autre chose. Voilà. Je pense que je suis la réponse de Gascon un peu. Voilà, je pense que c'est pas aussi simple que ça. La danseuse président, non, on n'a pas envie de faire ça. Et puis c'est du court terme. On sort du court terme avec les RSE. Et si le président change, on fait autre chose. Quoi. Et si le top management n'y comprend rien, pense pas que c'est prioritaire et autres, est-ce que la stratégie RSE est morte ou pas? Oui, un des dangers de se dire, c'est apparemment séduisant pour réussir cette stratégie, de se dire, oui, il faut que le comité exécutif, les dirigeants, le président, mais en général le comité exécutif soit bien accroché et soit supporteur de votre démarche. Le problème, c'est que ces gens-là, ils peuvent changer déjà. Et donc s'il change et que l'autre arrive en disant bah non, ce que vous avez précédent c'est juste pas bien et donc la RSE était dedans, dommage pour toi, on va refaire les choses différemment, c'est tout à refaire. Donc c'est compliqué d'être dépendant uniquement de ça. Bien sûr qu'il faut avoir le soutien, mais être dépendant uniquement c'est compliqué. Le mieux c'est quand il y a quelqu'un, soit de l'interne, encore mieux de l'externe, qui dit à votre président ou à votre comité exécutif, dis-donc bravo pour cette réalisation de développement durable. Et c'est encore plus rigolo quand ils ne sont pas au courant, parce qu'ils redescendent en disant mais c'est quoi qu'on fait sur le truc ça c'est quand même le mieux. Mais ceci dit, on a un boulot quand même de conviction et d'expliquer aussi à nos dirigeants, et ça prend du temps. Il faut leur expliquer parce que honnêtement, nos dirigeants, ils n'ont pas toute la journée le nez sur la trajectoire de degrés, sur le bilan carbone, le scope 1 et le scope 2. Enfin, honnêtement, c'est pas leur job non plus, quoi. Donc, sauf quand on est dans un secteur d'activité où on ne parle que ça toute la journée. Mais voilà, donc on a un devoir de conviction et d'explication pédagogique vis-à-vis de nos dirigeants. Ça fait partie du job. Et ne pas le faire, c'est suicidaire. Par contre, c'est beaucoup mieux, c'est très dangereux d'attendre pour faire les choses, d'avoir l'aval du comité exécutif. Au démarrage, il y a quelques années, les premières rencontres que j'avais avec les patrons de fonction, ou le patron de business, c'était, mais dis-donc, le COMEX est bien au courant, les dirigeants sont OK avec ça? Soit je répondais pas, c'était parce que j'avais pas fait valider, soit je disais oui, je mentais, mais pour la bonne cause. Soit je disais oui dans les rares fois où j'en avais parlé et on m'avait dit vas-y. Donc je pense qu'il faut jouer avec ça, bien sûr, mais il ne faut pas attendre à chaque fois l'aval du comité exécutif, etc., pour faire des choses bien et faire des choses qui vont dans le sens de toute façon de l'intérêt général de l'entreprise. Et heureusement qu'on ne va pas toutes les 5 minutes déranger le président de la boîte ou le comité exécutif pour appliquer nos plans d'action. Bien sûr qu'il faut les présenter de toute façon. On les présente au moins une fois par an à l'ensemble des dirigeants qui savent ce que vous faites. Et puis vous le communiquez quand même. Vous avez des outils. Le document de référence ou le rapport annuel, ils les lisent. Ils écrivent des éditos, ils le lisent in extenso. Donc vous pouvez pas vous dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais c'est pas la peine non plus d'aller tout le temps chercher le blanc-seing, le sceau suprême pour faire des choses. Parce que pendant le temps que vous mobilisez pour faire ça, vous ne le mobilisez pas au profit justement des autres strates de l'organisation qui ont besoin de vous pour faire et pour aussi légitimer leurs actions. Et c'est surtout avec le middle management que ça prend du temps et qu'il faut se concentrer là-dessus. Merci. Il y a une dernière thématique que je voulais absolument aborder parce qu'elle revient toujours et parce qu'en plus là aussi c'est pas facile de se positionner. Donc pour bien rater sa stratégie RSE, faut-il communiquer à fond tout le temps dès le début, ne pas communiquer du tout? Qui veut parler un peu de ce sujet de la communication, qui est un sujet toujours un peu épineux? Non, parce que les premières années, effectivement, pour bien rater sa stratégie, mais en plus c'était facile, j'étais aidé par la culture du groupe, c'était surtout, on fait les choses. Chez SEB, on est des faiseurs, on n'est pas des diseurs, on a des origines bourguignonnes et auvergnates, donc vous voyez un peu ce que ça veut dire, et lyonnaises en plus, donc c'est encore pire, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, et puis on a une jolie culture qui est d'ailleurs géniale, assez humaniste, en disant non mais le bien ça se raconte pas en fait. Sinon si on le raconte c'est parce qu'on fait pas le bien pour faire le bien.
Bon, ça c'est sympa, mais en fait c'est pire que, enfin ça a des effets très pervers. Ne pas communiquer, ne pas dire ce que vous faites, c'est mépriser tous les pionniers, tous les gens qui vous aident à faire du développement durable, alors que c'est pas dans leur description de fonction, alors qu'ils le font en plus du boulot. Et en fait, si vous n'en parlez jamais, que vous les mettez pas dans la lumière ou que vous les valorisez pas, et que vous parlez jamais de ce qu'ils font, bah, au bout de 3-4 ans, vous allez les faire perdre cela. Et c'est dommage, c'est vos meilleurs alliés. Donc il faut communiquer. Alors après, je parlais du marketing tout à l'heure. Après les avoir beaucoup poussés pendant des années, maintenant ils veulent communiquer tout le temps beaucoup. Bon, c'est moi qui ai poussé un peu trop fort aussi peut-être. Mais quelque part c'est plus simple de freiner les gens que de les pousser. Je préfère ça. Pendant des années, nous, pour bien se planter, on n'a pas communiqué, c'était une grosse erreur, à tel point que sur les produits réparables, on nous disait surtout, hein, nos produits sont réparables, ça nous coûte une blinde en termes d'investissement et des conceptions, mais par contre, on stocke des millions de produits, de pièces détachées, mais par contre, on ne le dit pas ni aux clients, ni aux consommateurs. Et je vous jure que c'est ce qu'on a fait pendant des années, et jusqu'à un moment où on dise, non mais ça suffit, on fait un logo, on le dit, on l'explique, et parce que pourquoi ils avaient peur en fait que les gens associent le fait qu'on faisait des produits réparables au fait que les gens pensaient que ça allait être de mauvaise qualité, qu'ils allaient casser plus vite que les autres, etc. Alors que les mêmes savaient qu'on a des process qualité qui sont top, etc. Je dis, mais vous savez qu'on a des produits qui sont durables, donc disons aussi qu'ils sont réparables. Voilà. C'est un exemple des limites de ne pas communiquer pour bien se planter. Arnaud, sur ce sujet d'accord? Ouais, bah, je vais paraphraser Joël, mais effectivement, on a toujours entendu depuis tout petit, ne communiquez jamais, attention au greenwashing, etc. Et moi, depuis que je suis arrivé chez Accor, j'ai toujours dit l'inverse, en disant, mais vous ne vous rendez pas compte quelle bêtise on fait à ne rien dire. Comment voulez-vous entraîner l'entreprise si tout ce qu'on fait est caché? Et comment voulez-vous en tirer un profit, ce qui est quand même la finalité ultime de l'entreprise, modulo de la discussion qu'on peut avoir sur la raison d'être, mais en tout cas, le levier fondamental de l'entreprise, c'est d'être profitable. Et comment voulez-vous avoir une perception positive de la RSE si on ne tire pas le profit, le retour sur investissement de la démarche de développement durable en ne la dévoilant pas à nos consommateurs, à nos clients. Et donc moi, depuis 5 ans que je suis arrivé chez Accor, je me suis battu avec les équipes marketing pour dire mais parlez-en, dites-le à nos clients, ils attendent que ça en plus. Alors il se trouve qu'en plus les études consommateurs vont pas forcément dans l'autre sens parce que ça fait des années qu'on dit que la tendance client elle est très forte, elle envahit la préoccupation et qu'ils n'attendent que ça. La réalité c'est que dans les achats ça se voit pas du tout. Et les équipes marketing se sont toujours camouflées derrière ça en disant mais on n'en parlera pas, ou en tout cas on en parlera le jour où ça se verra dans les chiffres de vente. Ce qui est une erreur je pense, il faut l'anticiper. L'image de marque, la réputation, la préférence de marque, elle se construit bien en amont. Donc ça c'est indispensable d'avoir ce message. Maintenant, effectivement, les contextes ont changé, on a des marques qui sont beaucoup plus, en tout cas chez moi, volontaires pour parler, et c'est là où il faut sortir les barbelés en disant attention, on ne va pas faire non plus n'importe quoi, il y a des limites à ne pas franchir. Charlotte, tu avais une formule conseil pour résumer ce sujet de la communication que je trouvais vachement bien, alors dis-le. Communiquer sans faire et faire sans communiquer. Le conseil alors, moi, je suis complètement d'accord, et peut-être ce que je vais rajouter, c'est que moi je suis dans un secteur B2B, alors les B2B se font de plus en plus en B2C, et je suis dans un secteur logistique qui n'a pas forcément très bonne presse, et donc je pense que pour le coup, moi j'ai un vrai enjeu dans mon secteur à communiquer sur ce qu'on fait de bien, enfin, voilà, pour amener les gens à comprendre ce que c'est que le secteur de la logistique, à savoir, enfin, je me rappelle, quand on a gagné le prix il n'y a pas longtemps, je suis arrivée devant le jury, on avait 3 minutes pour prendre c'est court, pour expliquer tout ce qu'on fait. Et du coup, je suis arrivée avec 2 paquets de papier toilette, les mêmes 2 paquets de papier toilette, et j'ai dit, ben voilà, il y a un paquet de papier toilette, ils ont tous les deux le même prix, hein, je les ai achetés au même endroit, sauf qu'un il a été stocké dans un entrepôt passoire absolument dégoûtant, il a été emballé par des machines et il a été livré surtout en des équipus. Et l'autre, c'est l'inverse, il a été stocké dans un entrepôt HQE, avec des lettres partout, emballé par des personnes en situation d'insertion professionnelle, et puis il a été livré en électrique. J'ai un peu caricaturé le propos, mais c'est pour dire que dans un acte de consommateur, même sur des sujets de B2B ou de logistique, voilà, il est important de créer de l'éducation et aussi en interne pour faire comprendre aux gens que ce qu'ils font, ça a un impact concret dans les actes d'achat. Voilà. On parle de consommateurs et je pense qu'on peut tous
On peut tous illustrer ça. À l'inverse, nous on démarre, et donc c'est vrai que parfois on est là, d'abord parce qu'on est des petites équipes et que donc, quand on communique trop, on fait que ça. Voilà, des confs, on peut en faire en veux-tu, en voilà, des articles, des rapports, mais bon, pendant qu'on fait ça, on fait pas la vraie vie. Et puis bon, il faut éviter le retour du bâton. Il reste quelques minutes pour prendre sans doute 2-3 questions, malheureusement pas plus, mais on pourra peut-être continuer un petit peu échanger de manière informelle après. Donc qui veut se lancer? Qui aurait quelques questions? A besoin encore de conseils pour encore mieux rater sa stratégie RSE? Allez. Personne n'a envie de rater en fait. Bonjour, Joyce Mates, directrice RSE de Disneyland Paris. Une question pour Joël Tronchon, que je salue au passage. Comment tu as fait, Joël, pour convaincre ta direction pour une démarche de co-construction? De construction avec les métiers, tu veux dire? Oui, tu as dit que pendant 4-5 ans, tu avais fait du top-down. Ouais. Parce que parfois c'est plus rapide et plus Ouais. facile avec la direction derrière toi. Et après, tu as réussi à faire du bottom-up qui prend plus de temps. Oui. Donc, comment tu as fait pour convaincre la direction? Bah, en fait, j'ai pas eu besoin de convaincre la direction pour faire du bottom-up. Je leur ai dit, voilà, dans 1 an et demi, on a un plan stratégique. Jusque-là, j'avais raté le premier plan stratégique. J'étais arrivé trop tard. J'étais nommé trop tard. Et du coup, pendant 5 ans, le développement durable n'était pas inscrit dans le plan stratégique. Donc j'avais la manière de convaincre, en tout cas, j'avais dit à mes patrons, je leur avais dit, voilà, j'ai travaillé 2 ans avant le plan stratégique, histoire que, parce que vous savez, dans les plans stratégiques, comment ça se fait dans vos entreprises, hein, on s'en occupe quand même relativement, pas très longtemps avant de shooter le plan stratégique. Hein. L'anticipation, c'est pas tout à fait dans la grande consommation, hein, dans vos secteurs d'activité, c'est sûrement pas le cas, mais dans la grande consommation, on fait les choses un peu vite. Et donc je vais dire 2 ans avant, comme ça, je vais co-construire avec les métiers, et il m'a bien fallu 2 ans. C'est-à-dire que là où... et donc du coup, et ça en l'expliquant en disant, le temps que je vais passer, le temps que je vais vous demander aussi de mobiliser pour vos collaborateurs, parce que ça, comme tu l'as dit, ça prend du temps, je le justifiais en disant, je veux me préparer de manière anticipée pour le jour où vous allez me demander qu'est-ce qu'on met dans le plan stratégique sur la partie développement durable, que je ne vous sorte pas juste 5 slides très jolis, mais qui n'engagent que moi, et que tout ce que je vous propose, ça soit déjà, entre guillemets, co-construit et surtout approprié par tous les métiers qui auront participé. Donc c'est 13 pays, c'est, je ne sais pas combien, 150 personnes de différents métiers, c'est des workshops dans tous les sens qu'on a fait pendant 2 ans. Voilà. On va prendre encore probablement 1 ou 2 questions avant, parce qu'on risque de se faire sortir très vite. Je voudrais vous demander de remplir la fiche qui a été posée sur votre chaise avant de partir et de la remettre aux personnes qui vous accueilleront. Et je prends en même temps une question. S'il y en a une, allez-y. Oui. Vous avez beaucoup parlé de l'intégration des métiers de l'ombre, de la conviction, de l'engagement, que vous êtes allé les voir, que vous avez récupéré, convaincu. Vous pouvez donner des exemples concrets de mesures que vous avez mises en place pour convaincre ces personnes? C'est des bonnes stratégies ou justement des très mauvaises stratégies pour convaincre quelqu'un de onboarder la RSE? 2 exemples concrets. C'est une question difficile parce que je pense que c'est au cas par cas. Très clairement, ça dépend des personnes, ça dépend des métiers, ça dépend des fonctions. De façon générale, il faut bien comprendre ce qu'ils font. Et je m'aperçois, et je pense que c'est une réalité dans beaucoup d'entreprises, on sait peu ce que font les autres dans l'entreprise. Quelles sont leurs tâches du quotidien. Moi, il y a encore des directions d'entreprise qui sont pour moi des mystères. La direction de la finance, je comprends vaguement ce qu'ils font, mais au quotidien, leurs tâches journalières et la segmentation des équipes, ça, je dois encore y passer du temps. Et donc ça, c'est indispensable, je pense. Il faut bien comprendre ce qu'ils font, pour après y appliquer votre filtre RSE en disant, par conséquent, comprenant ces sujets, son quotidien, les problématiques auxquelles il est confronté, comment je peux éveiller en lui une petite lumière pour lui dire, voilà, toi tu travailles sur les achats, sur telle famille de produits, donc bon, ça c'est un exemple facile, donc voilà, il faut appliquer un certain nombre de critères, etc. Donc il y a des directions pour lesquelles c'est assez trivial, effectivement les achats en général, le contact passe assez bien. Mais il y a des fonctions comme la finance, le digital, etc. Ça prend un peu plus de temps. Donc ça, je dirais que
c'est des généralités. Après, il y a une chose qui est redoutablement efficace, mais sur laquelle je me suis bien planté pour le coup, c'est les bonus dans les variables. Donc ça, c'est une décision qu'on avait prise il y a 3 ans, c'est ça, au niveau du comité éthique et RSE du groupe. On s'est dit, bah là on va faire un benchmark, on a vu qu'on était en retard du groupe du CAC 40, donc on s'est dit, on va faire les choses bien, on va mettre des bonus chez tous ceux qui ont du variable. C'est-à-dire que c'est 25 000 personnes chez Accor, et on va le faire bien, on va mettre 10%. Et puis on va mettre des indicateurs bien, quoi. On va challenger tout. Et en fait, alors je le referai, s'il fallait refaire les bonus, je le ferai parce que j'ai quand même vu un avant et un après. C'est-à-dire que des gens qui n'en ont pas grand-chose à faire de vos grandes incantations en matière de RSE, du jour où ça se verse dans leur bonus, ils se sont soudainement réveillés, motivés. En revanche, il y a une erreur fondamentale que j'ai faite, c'est que on avait fixé des KPI qui étaient soit pas à la main du manager, c'est-à-dire que c'était des indicateurs globaux de l'entreprise et des performances globales, soit c'était très challengeant en termes de performance. Et ce qui s'est produit, c'est que cette année, par exemple, le COMEX est venu me revoir en disant bah écoute, je comprends pas Arnaud, là je vais pas toucher mon bonus. Ça c'est pas normal. Et donc, rétropédalage, enfin bon, je vous passerai les détails. Et ça c'est un très très mauvais signal, tant vis-à-vis de ces personnes que vis-à-vis de la démarche. Donc oui sur le bonus, mais avec beaucoup de prudence. Voilà, juste un Dernier mot, Charlotte. conseil. Moi j'ai fait un peu de sociologie avant et du coup on a fait beaucoup d'enquêtes dans le passé chez Edenred, notamment des enquêtes de collaborateurs sur leurs habitudes personnelles, notamment sur les habitudes alimentaires, puisque c'était le sujet de tickets restaurants. Et donc on a en fait, on pourrait croire qu'on a utilisé les gens pour faire des enquêtes sur leurs habitudes alimentaires pour aider tickets restaurants. Et en fait on l'a fait suffisamment, enfin ça c'était l'écueil à éviter pour rater. Et en fait, on l'a fait suffisamment de manière maligne pour qu'en fait, ils soient les premiers ambassadeurs du sujet. Donc, du coup, écoutez vraiment, je rejoins Arnaud, et utiliser la matière pour en faire finalement votre matière de travail demain, c'est finalement quand même une des meilleures manières pour embarquer tout le monde. Il me reste à vous remercier chaleureusement, Charlotte, Arnaud, Joël. C'était,